J'aurais dû être au travail. Normalement, à cette heure-là un mercredi matin, je serais déjà à mi-chemin de ma première série de réunions projet, en sirotant un café brûlé de la machine du bureau et en feignant de m'intéresser aux accros de la chaîne logistique. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais assis à la table de la cuisine, fixant une tasse fumante de café moulu fraîchement infusé d'Éthiopie, écoutant le ronronnement discret du lave-vaisselle et les craquements occasionnels des vieux planchers à l'étage. Je ne savais pas pourquoi j'étais si calme. Peut-être le choc. Peut-être l'habitude. Ou peut-être que j'avais juste besoin de quelque chose, n'importe quoi, qui semblait encore normal. Et pour moi, c'était le café. J'ai toujours aimé les matins. Il y a quelque chose dans le calme avant que la journée ne commence qui donne un sentiment de contrôle, comme si le monde n'avait pas encore décidé comment il allait vous embêter. Quand nos enfants étaient petits, je me levais avant tout le monde juste pour profiter de cette paix et de ce silence. Je préparais une cafetière, m'asseyais à la table de la cuisine, et j'existais simplement, pas de bruit, pas d'attente, juste l'odeur chaleureuse des grains et le soleil qui filtrait lentement à travers les stores. C'était devenu un rituel. Sacré, à sa petite échelle. Après le départ de notre dernier enfant, la maison a changé. Elle est devenue trop silencieuse. Marie marchait comme si quelque chose était mort, et peut-être que c'était le cas, d'une certaine façon. Elle disait se sentir vide. Appelait ça le « syndrome du nid vide ». Je lui ai dit que c'était normal. Allez, on avait fait notre boulot. On avait élevé 4 enfants corrects qui tenaient debout tout seuls. Ça devrait être une victoire. Mais pour elle, c'était comme un enterrement. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai essayé d'aider. Je l'ai encouragée à reprendre une passion. Suivre un cours, faire du bénévolat, peindre, randonner, tricoter au bon sens, je lui aurais acheté une serre si elle me l'avait demandé. Je voulais qu'elle se sente pleine à nouveau. Qu'elle se sente bien. Elle m'a dit qu'elle essayait. Elle a dit qu'elle allait se remettre au sport, passer plus de temps dehors, voir des amis. J'ai pensé, bien, c'est sain. Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Le truc, c'est que quand on est marié depuis aussi longtemps que nous, aux 25 ans, si vous pouvez le croire, on arrête de questionner chaque petite chose. On fait confiance. On suppose que la personne qui dort à côté de vous est honnête, même quand votre instinct commence à murmurer le contraire. Et mon instinct murmurait depuis un moment. Elle était plus souvent sur son téléphone. Souriait à des choses qu'elle ne me montrait pas, partait en longue promenade et revenait avec les cheveux impeccables, comme si elle n'avait pas transpiré. Commençait à verrouiller la porte de la salle de bain. Sursautait quand j'entrais dans la pièce trop vite. Mais je me disais que j'étais parano. Je mettais ça sur le compte de l'âge, de l'ennui, des hormones, n'importe quoi. Je me disais que peut-être je n'en faisais pas assez. Que je ne disais pas les bonnes choses, ou que je ne la sortais pas assez, ou que je ne remarquais pas ses nouvelles coupes de cheveux. J'ai commencé à lui laisser des petits mots. Je lui achetais son vin préféré. J'ai même vidé le garage pour qu'elle n'ait pas à voir le bazar chaque fois qu'elle faisait la lessive. J'essayais. Elle, non. Le café était particulièrement bon ce matin-là. Doux, un peu noisette, avec juste la bonne amertume en fin de bouche. Je l'avais préparé comme je l'aimais, aux cafetières à piston, vrai moulu, pas de raccourci. Assis là, les mains autour de la tasse, je regardais par la fenêtre vers l'allée. Sa voiture n'était pas là. Ce n'était pas étrange en soi. Marie avait dit qu'elle allait faire des courses, ce qui pouvait vouloir dire n'importe quoi, de prendre des médicaments, à acheter un coussin dont elle n'avait pas besoin. C'était toujours comme ça avec elle, vague mais inoffensif. Du moins je le pensais. La table était propre. Impeccable, en fait. Je l'avais récuré moi-même la veille au soir après le dîner. Poulet et riz, rien de fancy. Elle avait à peine touché à son assiette. Dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mal à la tête, et s'était couchée tôt. Je suis resté debout à regarder des rediffusions de cette série qu'on adorait. J'ai ri au passage où on riait toujours. Ça ne faisait plus le même effet. J'ai remarqué que son parfum traînait dans la cuisine plus longtemps que d'habitude ce matin-là. Plus fort. Plus sucré. Comme si elle en avait mis trop, ou juste assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Ça aurait dû me frapper plus fort, mais non. J'ai juste continué à siroter mon café. Il y a quelque chose de cruel dans la façon dont le monde paraît calme quand votre vie est sur le point de basculer. Le soleil passe encore à travers les stores comme toujours.
Les oiseaux dehors gazouillent encore. Le café sent encore la maison. Rien ne crie. Pas de sirène, pas d'avertissement. Juste le silence. L'immobilité. Avec le recul, cette immobilité était la chose la plus bruyante dans la pièce. Et puis, sans savoir pourquoi, je me suis levé de la table, je suis allé à l'évier, et j'ai vidé le reste de mon café. J'ai fixé la tasse vide comme si elle pouvait me donner une réponse. Elle ne l'a pas fait. Mais j'avais le sentiment que j'allais en trouver une. Plus tôt ce matin-là, j'étais parti au travail comme d'habitude aux clés, thermos, petit signe de tête à Marie, qui était encore à l'étage. J'étais en retard, rien de nouveau. J'ai reculé la camionnette, pris le virage un peu trop vite, et juste au bout de la rue, j'ai réalisé que j'avais oublié ma mallette dans le garage. La seule raison pour laquelle elle était là, c'est à cause de Rouquin, notre chat. C'est un petit rouge chapardeur qu'on a adopté dans un refuge il y a quelques années. Pour une raison inconnue, il adore se lever sur le bloc moteur de ma camionnette si le capot est même un peu tiède. Et je veux dire à chaque fois que la température descend en dessous de 15 degrés. J'avais ouvert le capot ce matin-là pour le chasser, posé ma mallette par terre pendant que je me penchais sur l'aile, et oublié quand j'ai claqué le capot. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis revenu. Cette mallette n'avait même rien d'urgent dedans, juste mon agenda, des contrats, quelques factures pour les projets à venir. Rien dont je ne pouvais me passer. Mais pour une raison quelconque, j'ai décidé que j'en avais besoin ce jour-là. En arrivant dans l'allée, la première chose que j'ai vue, c'était la voiture de police. Noire et blanche, garée un peu de travers, tout près de l'emplacement de Marie. Mon estomac s'est noué. La première chose qui m'est passée par la tête n'était pas la suspicion. C'était la peur. Il lui était arrivé quelque chose, ai-je pensé. Un accident. Une effraction. Ma femme s'était effondrée et avait appelé les urgences. Je ne sais pas, mon cerveau a paniqué sur une douzaine de scénarios d'un coup. Je suis sorti de la camionnette d'un bond, sans même fermer la portière. J'ai couru jusqu'à la porte d'entrée, galéré avec les clés, poussé la porte et je me suis figé. La maison était calme, en grande partie. Mais pas le genre de calme qui veut dire que tout va bien. C'était le genre qui vous dit que quelque chose cloche. J'ai vu ses chaussures près de la porte d'entrée. Son sac dans le couloir. Mais ce qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, c'était le tas de vêtements par terre dans le salon. Les siens et ceux de quelqu'un d'autre. Son jean. Son chemisier. Une chemise d'uniforme d'homme. Sa ceinture utilitaire, badge et tout, posé sur la coudoir du canapé comme s'il habitait ici. J'ai avancé dans un brouillard. Chaque pas semblait traîner un parpaing derrière moi. Je n'ai pas appelé. Pas crié son nom. Je savais déjà. Je les entendais. Les bruits venaient de l'étage. Pas étouffés non plus. Fort. Rythmé. Des voix qui se fichaient de qui pouvait entendre. Et pas juste des voix, sa voix. Marie. Je ne peux même pas écrire tout ce qu'elle disait. Je ne les oublierai jamais, peu importe les années qui passent, peu importe combien de fois j'essaie de les noyer dans le bruit ou la prière ou le whisky. Elle disait des choses qui me brisaient. Des choses qu'aucun mari ne devrait entendre sa femme dire. Et le pire? Elle a dit mon nom. Pas à moi. Mais à mon sujet. Comme si je n'étais rien. Comme si j'étais un vieux manteau qu'elle avait laissé dans le placard pendant qu'elle exhibait quelque chose de brillant et neuf. Je ne suis pas monté. Je n'ai pas pu. Mes jambes ne fonctionnaient pas. Mon corps disait de rester ancré. Alors je l'ai fait. Je suis allé dans la cuisine. La cafetière a bipé. Encore tiède de tout à l'heure. Je ne l'avais pas éteinte. Je me suis appuyé au plan de travail, fixant la table, la chaise vide où elle s'asseyait d'habitude. Et je suis juste resté là. À écouter. À respirer. À ne pas respirer. Je ne sais pas. Je me sentais comme si j'étais entré dans une version de ma propre vie où aucune règle n'avait plus de sens. Ma maison n'était plus la mienne. Ma femme n'était plus la mienne. Mon nom n'était même plus le mien, juste quelque chose qu'elle utilisait pour rehausser quelqu'un d'autre. J'ai remarqué que mes mains tremblaient. Pas violemment. Juste assez pour que je ne puisse pas garder les doigts stables sur le bord de la table. J'ai essayé de me verser une tasse de café, et j'en ai renversé un peu. Ça a atterri sur le carrelage, et pour une raison quelconque,
cette petite éclaboussure a rendu tout réel. Pas les bruits, pas les vêtements, pas la voiture de police dehors mais le café sur le carrelage. Il y avait quelque chose à voir cette petite goutte brune sur le carrelage qui a fait tout claquer en place. Je ne sais même pas pourquoi. Je suis resté dans cette cuisine comme un fantôme, comme un homme attendant que la terre s'ouvre et l'avale. J'ai pensé à nos photos de mariage. Aux vacances qu'on avait prises en Bretagne. Au matin où elle riait à mes blagues pendant qu'on se brossait les dents. Aux fois où je la serrais dans mes bras quand elle pleurait pour sa mère décédée. Aux longues discussions sur ce qu'on ferait à la retraite. J'ai pensé à tout. D'un coup. Et rien ne semblait plus réel. Tout ce en quoi j'avais cru sur notre vie s'est effondré à cet instant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cogné sur le mur. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là. J'ai regardé la vapeur monter de la tasse. Écoutez. Et je suis mort un peu. Je suis resté en bas. Je n'ai pas monté les marches en trombe ni cogné à la porte ni hurlé comme un fou. Ma poitrine était trop serrée pour crier, et mes jambes étaient en sable. Pas de fureur justicière, pas de grand moment de film. Juste un poids derrière les côtes que je ne pouvais pas soulever. J'étais encore appuyé au plan de travail quand j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient un peu, mais j'ai réussi à ouvrir l'appareil photo. Je l'ai posé sur le granit à côté de la cafetière, calé contre le porte-essuie-tout, et j'ai lancé l'enregistrement. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pense pas avoir eu une pensée claire dans la tête au-delà de « il faut que tu t'en souviennes ». Il te faut une preuve. Peut-être qu'une partie de moi ne croyait pas encore pleinement ce que j'entendais. Mais le son de sa voix, ça ne mentait pas. Ça traversait tous mes doutes. C'était elle. C'était Marie. Et elle était là-haut à dire des choses qui ne faisaient pas juste mal où elle me vidait. Je suis resté là, penché sur le bord du plan de travail, fixant le vide, écoutant ma femme de 25 ans dire à quelqu'un d'autre combien il était meilleur. Mot pour mot. Tu es tellement meilleur que Pierre. Et puis celle qui m'a retourné l'estomac, mon faible petit mari ne pourrait jamais me faire ressentir ça. J'ai agrippé le plan de travail si fort que mes phalanges ont blanchi. Je crois que j'ai retenu mon souffle une minute entière avant de le relâcher. Mes yeux brûlaient. J'ai cligné fort pour empêcher les larmes de couler. Je n'en pouvais plus. J'ai quitté la cuisine, traversé le couloir, et entré dans la salle de bain du rez-de-chaussée. La porte a à peine cliqué derrière moi avant que je tombe à genoux devant les toilettes. J'ai vomi si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Il n'y avait pas grand-chose dans mon estomac. J'avais mangé seulement une demi-tartine beurrée ce matin-là et une tasse de café. Alors c'est sorti amer, surtout liquide, et ça m'a laissé la gorge à vif. Mes yeux larmoyaient. Ma poitrine se soulevait. Et quand c'était fini, je suis resté assis sur le carrelage froid, les bras pendant sur les toilettes, le cœur cognant dans les oreilles. J'ai essuyé ma bouche avec un gant de toilette et regardé dans le miroir. Je n'ai pas reconnu le type qui me fixait. Yeux rouges, mâchoire serrée, peau pâle comme s'il avait vu un fantôme. Peut-être qu'il en avait vu un. Peut-être que je regardais ce qu'il restait de l'homme qui pensait avoir un bon mariage. J'ai passé de l'eau sur mon visage. Ça n'a pas aidé. Quand je suis revenu à la cuisine, les bruits d'en haut continuaient. Comme si rien n'avait changé. Comme si je n'avais pas perdu le sol sous mes pieds. Le téléphone enregistrait encore. Capturait tout. Ma voix n'avait plus d'importance. Il me donnait toute la confirmation dont j'avais besoin. Ils n'étaient pas juste infidèles. Ils étaient cruels. Comme si je ne comptais pas. Comme si j'étais une blague. Et voilà le truc où je ne suis pas un homme violent. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais levé la main sur personne, même pas au lycée. Je ne suis pas fait pour le chaos. J'aime l'ordre. J'aime le calme. Je répare les choses. Je construis les choses. Je paie mes factures. Je ne cause pas d'ennui. Mais je ne suis pas stupide non plus. Et je ne suis pas aveugle. Sur le coin de la table de cuisine, juste à côté de ma tasse de café à moitié vide, il y avait le pistolet de mon père. Un vieux. 38 qu'il m'avait laissé à sa mort. Pas fancy. Finition noire, poids solide, crosse en noyer, classique quoi. C'était légal. Déclaré. Je le gardais déchargé dans un petit coffre sous l'escalier.
Je le sortais peut-être une fois par an pour le nettoyer et vérifier qu'il fonctionnait encore. Ce n'était pas une arme pour moi. C'était un souvenir. Un bout de l'homme qui m'avait élevé. Un homme qui se tenait droit et ne pliait jamais sous la pression. Il était là maintenant parce que je l'avais sorti quelques jours plus tôt pour huiler les pièces. J'avais prévu de le ranger, mais la vie avait été chargée. Je l'avais laissé sur la table, pensant le remettre sous clé après le dîner. J'avais oublié. La sécurité était enclenchée. Pas de cartouche dans le barillet. Mais je l'ai quand même regardé comme s'il signifiait quelque chose de plus maintenant. Comme s'il faisait partie de la scène, même si je n'avais aucune intention de l'utiliser. Je me suis rassis à la table. Même place qu'avant. Le café était froid maintenant. L'odeur flottait encore, chaude et amère, se mélangeant à quelque chose d'acide dans mon nez. J'ai posé les coudes sur la table et essayé de respirer. À l'étage, Marie riait encore. Haletait. Faisait des bruits que je ne lui avais pas entendus depuis des années. Peut-être jamais. Mes oreilles brûlaient. Ma poitrine était de pierre. Tout ce à quoi je pouvais penser, depuis combien de temps? Quand ai-je cessé d'être assez? Qui est cette femme là-haut? Les bruits ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient. Et moi je restais assis. Sans bouger. Sans parler. À écouter. Et à mourir, encore une fois. Finalement, les bruits à l'étage ont commencé à s'apaiser. J'étais assis à la table de la cuisine, fixant toujours la tasse de café froid, les mains serrées autour comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Les murs avaient cessé de trembler. Les voix étaient plus basses maintenant, juste des murmures doux, des rires étouffés, des pas occasionnels. Puis, dans le silence, j'ai entendu sa voix. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» a demandé Marie. Une pause. C'était mon café. Elle connaissait cette odeur. Je le préparais de la même façon tous les matins depuis des années. Torréfaction corsée. Assez fort pour réveiller un mort. Elle disait toujours qu'elle le sentait dès que ça commençait à infuser. Que c'était son signal pour se lever et commencer la journée. Elle devait savoir que j'étais rentré. Je n'ai pas entendu de réponse de sa part. Thibaut, c'est son nom, mais j'ai senti le changement d'énergie. Rapide. Mouvement. Pas, tiroir qui s'ouvre. Porte de placard qui claque. Tiroir de commode tiré, puis refermé violemment. Les sons de l'urgence. Du chaos. Une douzaine de pieds qui courent sur le parquet dans toutes les directions. La panique les avait frappés. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis là, coude sur la table, regardant la porte qui menait à l'escalier comme si c'était la ligne d'arrivée d'une course horrible. Mes mains ne tremblaient plus. Peut-être que le pire était passé. Ou peut-être que j'étais juste engourdi. Ils sont descendus ensemble. Enveloppés dans des draps, comme dans une scène de motel bon marché. Le visage de Marie est devenu pâle dès qu'elle m'a vu. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge, et elle a reculé instinctivement, heurtant l'homme à côté d'elle. Thibaut n'a rien dit. Il n'avait pas besoin. Ses yeux sont allés de moi au pistolet toujours sur la table, puis ont filé vers le canapé où il avait dû laisser son arme de service. Elle n'y était pas. J'ai parlé calmement, presque comme si je lisais la météo. Ton chef est passé, ai-je dit. Il a pris ton arme de service. Et ta réserve. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son visage s'est vidé comme si on avait tiré la bombe de son cou. Il a regardé autour de la pièce comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar. Il a marmonné quelque chose. Marie l'a regardé, confuse, mais il ne la regardait plus. Il était fixé sur moi. En vérité, j'avais appelé environ 20 minutes plus tôt, pendant qu'ils étaient encore en haut. J'avais le numéro du brigadier-chef Moreau parce que je l'avais rencontré une fois à une kermesse paroissiale où Marie m'avait traîné. Thibaut y était aussi, serrant des mains, souriant pour les photos avec les enfants. Moreau a répondu à la première sonnerie. Je lui ai dit calmement ce qui se passait. J'ai donné les noms. Expliqué tout ce que j'avais vu et entendu. Lui ai dit exactement où était son agent et ce qu'il faisait. À ma surprise, Moreau n'a pas discuté. Pas fait d'excuses. Il a dit, j'arrive dans 20 minutes. Ne le touche pas. Ne touche à rien. Reste tranquille. Il est arrivé en 15. Pas de gyrophare.
Pas de sirène. Juste garé plus loin dans la rue et monté comme pour une visite de courtoisie. Il est entré, a hoché la tête une fois, vu le pistolet sur la table, et demandé « Le vôtre ?» J'ai hoché la tête. Déclaré. Sécurité enclenchée. Vous comptez l'utiliser? Non, monsieur. Il a hoché la tête encore. Bien. On n'aimerait pas arrêter le mauvais. Puis il a demandé où ils étaient. Je lui ai dit qu'ils étaient en haut. Encore occupé. Il n'est pas monté. Il a juste sorti son téléphone, lancé l'enregistrement, et l'a posé sur la table à côté du mien. Audio et vidéo. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Il s'est assis avec moi, bras croisés, écoutant. Sans réagir. Juste laissant défiler. Quand les voix se sont tues, il a repris son téléphone et s'est levé. Il a regardé la pièce, repéré l'équipement de l'agent, et l'a ramassé discrètement. Son visage n'a pas changé. Il ne m'a pas fait la morale, n'a pas demandé d'explication. Il a juste fait son boulot. Puis il est sorti et a appelé la dépanneuse. Dit que la voiture était utilisée hors service sous faux prétexte. Qu'elle serait enlevée. Il est parti avant qu'il descende. C'est ce qui rendait tout encore plus surréaliste. Thibaut avait l'air complètement perdu quand j'ai dit que son chef était passé. Comme si son monde entier venait de s'effondrer sous lui. Marie a regardé de lui à moi, et pour la première fois, elle a réalisé qu'elle ne comprenait plus les règles de la pièce. Elle ne savait plus qui commandait. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ils sont juste restés là en silence. Et moi je suis resté assis. Thibaut s'est habillé le plus vite possible. Il a à peine parlé. A galéré avec son uniforme comme un bleu le premier jour, évitant le contact visuel. Son visage semblait brûlé par la honte, même s'il n'y avait pas un rayon de soleil dans la pièce. Il n'arrêtait pas de regarder la table où le pistolet de mon père reposait encore à côté de ma tasse de café. Je ne l'ai pas touché. Pas atteint. Mais je l'ai laissé là. Il n'a rien demandé. Pas le pardon. Pas la compréhension. Il voulait juste partir. Et je l'ai laissé. Pas de cris. Pas de menaces. Pas de drame. Juste le bruit de la porte d'entrée qui se ferme derrière lui, discret comme un rideau qui tombe à la fin d'une pièce triste. Marie est restée. Elle se tenait au milieu de la cuisine avec le drap encore enroulé autour d'elle comme s'il pouvait la protéger de la vérité. Les bras croisés dessous, cheveux en bataille, visage pâle. Elle ne pleurait pas encore, mais je voyais que ça venait. Et quand ça a venu, c'est venu vite. Les larmes ont coulé sur ses joues, et elle a sorti le plus vieux truc du monde. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit, voix douce comme pour calmer un animal sauvage. C'était juste je ne sais pas. Une chose. Une distraction. Une distraction. Je ne sais pas ce qui m'a fait rire exactement, mais je l'ai fait. Un rire court, sec, amer plus comme un aboiement que autre chose. Ça a traversé l'air comme une scie circulaire. Ses yeux se sont levés d'un coup. Ce rire a fait quelque chose que mon silence n'avait pas fait. Ça l'a effrayé. Vraiment, ai-je dit. Une distraction? Elle a fait un pas en avant. Pierre, je n'ai rien planifié de tout ça. Ça s'est juste produit. J'ai secoué la tête lentement. Tu penses que ça s'est juste produit? Tu penses que tout ça en haut était une sorte d'accident? Non, a-t-elle dit vite. Je veux dire oh oui, je sais que c'était mal, mais tu as été si distant ces derniers temps. La maison est si calme. J'avais juste besoin de quelque chose ou quelqu'un pour me sentir vivante. Vivante, ai-je répété. Je ne criais pas. Ma voix était égale. Calme. Je pense que ça rendait ça pire. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche arrière. Tu veux savoir ce qui est réel, Marie, ai-je dit. Je l'ai filmé. Tout. Les voix. Les mots. Tout. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Rien n'en est sorti. Je l'ai envoyé aux enfants, ai-je dit. Ses genoux ont fléchi comme si on les avait fauchés. Elle s'est rattrapée au plan de travail, le drap glissant d'une épaule. Non. Tu n'as pas fait ça. Si. Pourquoi comment tu as pu leur faire ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui leur as fait ça. Moi je me suis juste assuré qu'ils voient la vérité.
mon téléphone a vibré dans ma main. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà qui c'était. Léa, notre aînée, avait répondu à l'email. Son message était court. Juste 7 mots. Dis-moi que tu plaisantes. S'il te plaît, papa. J'ai fixé l'écran. Le message s'est brouillé une seconde, mais je n'ai pas pleuré. Pas alors. J'ai juste tourné l'écran vers Marie. Elle l'a regardé. Puis détourné comme si ça brûlait. Tu devrais t'habiller, ai-je dit. Tes parents arrivent dans 20 minutes environ. Elle m'a fixé incrédule. Tu as appelé mes parents? Oui. Ils viennent te chercher. Elle s'est effondrée par terre, dos contre les placards, le drap formant une flaque autour d'elle comme si on avait tiré sa bonde. Elle ne me regardait plus. Juste recroquevillée et marmonnant, mon Dieu. Mon Dieu. Je me suis appuyé au plan de travail d'en face, bras croisés. Au fait, ai-je ajouté, la femme de ton nouvel ami? Travaille avec toi. Elle a levé les yeux lentement. Assistante de direction de ton PDG, si je me souviens bien, ai-je dit. Une femme vraiment sympa. Elle s'appelle Rachel. La bouche de Marie s'est ouverte encore. Toujours pas de mots. Elle a la vidéo aussi. Tout son corps semblait se dégonfler. Je l'ai regardée assise là, sur le carrelage où on riait autrefois, cuisinait, se disputait pour les plats à emporter. Un endroit qui gardait des souvenirs de petits pieds qui couraient, de dîners de fête et de matins d'anniversaire. Maintenant c'était le décor de la ruine. J'avais imprimé des itinéraires pour elle. Les avais pliés sur la table du couloir, prêts pour ses parents à leur arrivée. Je ne voulais pas de scène. Pas de bagarre. Je voulais qu'elle parte. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas jubilé. Mais tout ce que j'ai dit atterrissait plus fort qu'un cri. Elle n'a plus essayé de discuter. Juste restée recroquevillée, muette, larmes coulant sur ses joues comme si on avait laissé le robinet ouvert. Je me suis rassis à la table, pris la tasse de café froid que je n'avais jamais fini, et bu une gorgée. Amère maintenant. Laissé une brûlure au fond de la gorge. Appropriée. Elle n'a plus levé les yeux. Et je ne lui ai pas tendu la main. J'ai déposé la demande de divorce la même semaine. Pas attendu. Pas hésité. Dès que la maison était vide, j'ai roulé direct au cabinet de maître Valérie Dupont, une avocate locale que j'avais rencontrée via un copain de la chorale paroissiale. Valérie avait une réputation en ville dure comme le granit, affûtée comme une lame, et jamais du genre à tourner autour du pot avec les sentiments des gens. Elle portait ses cheveux tirés en arrière si serrés que ça semblait prêt à craquer, avait une voix comme du gravier dans un bidon de café, et trimballait un bloc jaune comme une épée. Quand je suis entré dans son bureau et lui ai tout déballé au ce que j'avais vu, entendu, enregistré où elle a hoché la tête une fois et dit « On va l'enterrer ». Je ne voulais pas de vengeance. Pas ruiner la vie de quiconque. Mais je voulais sortir. Propre. Calme. Définitif. Valérie s'est mise au boulot direct. On avait tout ce qu'il fallait, images, audio, horodatage, journaux d'appel, même le planning de service de Thibaut. J'ai imprimé des captures d'écran des textos que j'avais trouvés après le départ de Marie, que je n'avais pas vus avant mais qui rendaient l'image encore plus claire. Elle le voyait depuis des mois. Faisait des plans. Se moquait de moi. Il n'y avait plus grand-chose à expliquer. Marie n'a pas contesté le divorce. Quand elle a reçu les papiers, elle n'a pas appelé. Pas envoyé de lettre. Son avocat a contacté Valérie, et c'était tout. Pas de supplication. Pas de déni. Rien que des documents légaux et quelques réponses faibles. Je pense qu'une partie d'elle savait qu'elle n'avait rien pour se défendre. Je l'avais prise sur le fait, et pas qu'une fois. J'avais des preuves. Solides, irréfutables. À la première audience, elle s'est pointée en tailleur pantalon gris que je n'avais jamais vu. Cheveux faits comme pour un entretien d'embauche. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Je voyais ses épaules voûtées, sa mâchoire crispée. Elle avait l'air fatiguée. Pas physiquement, forcément en plus comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Son avocat a fait tout le discours. Ils ont tenté l'angle que j'attendais, dit qu'elle s'était sentie négligée, que j'avais pris mes distances émotionnellement après le départ des enfants, qu'elle s'était sentie comme un fantôme dans sa propre maison. C'était une histoire bien répétée, livrée sur ce ton doux, on est tous humains. Mais ça n'a pas pris.
Valérie a répondu avec des dates, des enregistrements, des emails. Elle n'a même pas haussé la voix. Juste étalé ça à plat. La chronologie montrait clair que Marie n'avait pas dérivé où elle avait planifié. Pas une fois. Répétément. Intentionnellement. Avec un agent de police qui aurait dû savoir mieux. Le juge n'a pas dit grand-chose. Juste pris des notes. Tourné des pages. Hochement de tête occasionnel. Quand c'était fini, il a levé les yeux, donné un bref résumé du jugement, et prononcé les mots que j'attendais, je gardais la maison. Elle paierait une pension mensuelle. Drôle comme la vie tourne. Marie se moquait souvent de moi parce que je gagnais moins. Elle avait le meilleur salaire. Le titre plus chic. Les chaussures plus brillantes. Je laissais toujours couler. Ça ne me dérangeait jamais, je n'étais pas insécure sur l'argent. Je bossais dur. Je subvenais. Ça me suffisait. Maintenant c'est elle qui finance le reste de ma vie, au moins pour un moment. Je suis sorti de ce tribunal plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas de drame. Pas de cris. Juste des papiers et la signature d'un juge. C'était calme, le genre de calme qui fait vraiment du bien pour une fois. Je suis rentré, assis dans le garage, et fixé la pelouse. La même que je tondais tous les samedis depuis 20 ans. Les mêmes plaques d'herbe folles que je n'arrivais jamais à dompter. La même vue sur le cerisier où les enfants grimpaient jusqu'à ce que la branche casse. L'arbre penchait encore un peu à gauche. Je n'avais jamais trouvé le temps de le redresser. Et je ne comptais pas le faire. J'ai pris 2 semaines de congé après ça. Dis à mon patron que j'avais besoin de temps. Il a compris. Pas posé de questions. La première chose que j'ai faite, c'est rouler jusqu'à la boutique d'appât près de la départementale 12. Acheter une nouvelle canne. Milieu de gamme, graphite, bonne prise. Rien de fancy. Pris une boîte à l'heure aussi, même si la mienne était encore dans l'abri de jardin. Ça faisait du bien de repartir à neuf. Puis j'ai roulé jusqu'à l'étang des Miller. Celui où mon père m'emmenait quand j'étais gamin. Assis sur une chaise pliante avec un sandwich, une ligne dans l'eau, et le bruit du vent dans les arbres. C'était la vraie paix. Le genre qu'elle ne pouvait pas feindre. Le monde continuait de tourner. Les factures arrivaient encore. L'herbe poussait encore. Mais quelque chose en moi avait enfin cessé de grincer. La tension dans ma poitrine, le nœud dans mon estomac s'était parti. Pas guéri. Pas pardonné. Juste, parti. Je suis allé pêcher encore le lendemain. Quelques semaines ont passé. J'ai gardé mes distances. Pas de contact. Pas de nouvelles. Pas un mot entre nous depuis le jour où elle est partie avec ses parents et les itinéraires que j'avais imprimés pour eux. Puis j'ai reçu l'email. Il était court. Juste une ligne, pas de salutation. Pas d'objet non plus. On peut se voir? S'il te plaît. Je veux juste parler. Je l'ai fixé un moment. Lu plusieurs fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé dans ma boîte une journée et demie avant de répondre. Tout ce que j'ai écrit, demain. 9h. Café des Tilleuls. Mon coin. Je dis « mon coin » parce que c'était le même que je prenais toujours. Celui près de la fenêtre, au fond, où je mangeais mon petit déjeuner seul le samedi depuis des années quand la maison était encore pleine d'enfants et de bruit. C'était là que j'allais réfléchir. Même serveuse, même table ébréchée, même siège avec le ressort détendu dessous. Elle était déjà là quand je suis entré. Assise avec une tasse de thé qu'elle n'avait probablement pas touchée. Ses yeux ont filé dès que la clochette de la porte a tinté. Je voyais les nerfs dans ses mains. Elle les serrait fort autour de la tasse, comme si c'était la seule chose qui la tenait droite. J'ai pris une inspiration, salué la patronne d'un signe de chapeau, et glissé dans le box en face d'elle sans un mot. Elle avait l'air, plus petite. Pas plus maigre, vraiment, juste diminuée. Comme si la culpabilité avait pris place sous sa peau et poussé tout le reste dehors. Son visage était tiré, ses yeux ternes et fatigués. Elle ne portait pas beaucoup de maquillage, et ses cheveux étaient attachés lâches, pas comme la version polie d'elle que je connaissais. On est resté en silence une minute. Elle a essayé de sourire. Ça n'a pas pris. Merci d'être venu, a-t-elle dit enfin. J'ai hoché la tête une fois. Pas besoin de la mettre plus à l'aise que nécessaire.
J'avais juste besoin de te voir, a-t-elle dit. En face. Je sais que tu ne me dois rien, Pierre. Mais j'avais besoin de dire quelque chose. Je ne l'ai pas arrêté. Elle a continué. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. Sa voix était basse, mais pas chuchotée. Juste fatiguée. Honnête, peut-être. Je n'arrête pas d'y penser. À ce que j'ai fait. À comment je t'ai traité. Je le rejoue sans cesse. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Elle m'a regardé alors. Ses yeux étaient humides, et ses lèvres tremblaient. Je t'aime encore, a-t-elle dit. Je n'ai jamais arrêté. J'ai juste perdu la tête. Et je déteste ce que je t'ai fait. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. N'importe quoi. Je suis resté là et laissé poser. Laissé le poids de ces mots atterrir. Puis j'ai parlé. Tu ne peux pas effacer les choses juste parce que tu les regrettes. Son expression s'est brisée net. Une fissure a traversé son visage comme une vitre qui cède enfin. Ses épaules se sont affaissées, et elle a attrapé une serviette. Essuyé ses yeux. Essayé de se reprendre. Je sais, a-t-elle murmuré. Elle m'a regardé encore. Cette fois pas avec supplication, mais avec quelque chose de plus lourd, la honte. Tu me pardonnes, a-t-elle demandé. Ça a plané entre nous, épais et inconfortable. Je n'ai pas répondu vite. Je voulais dire ce que je pensais. Je ne te hais pas, lui ai-je dit, prudemment. Mais je ne crois pas que tu m'aies jamais aimé comme je t'aimais. Elle a fermé les yeux à ça. Comme si je l'avais frappée sans lever la main. Elle n'a pas discuté. Pas essayé de se justifier. Juste restée là, silencieuse, respirant à travers les larmes qui coulaient librement sur son visage maintenant. Elle a ouvert la bouche comme pour dire autre chose, mais l'a refermée. La serveuse est passée et m'a fait un signe. J'ai levé la main, signalant que je ne restais pas. Pas besoin de café aujourd'hui. Marie n'a pas touché à son thé. Elle est juste restée là, à le fixer, comme s'il pouvait lui offrir un moyen de remonter le temps. Je me suis levé. Pris mon manteau du crochet. Glissé les mains dans les manches. Elle a levé les yeux une dernière fois. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin. Je me suis retourné, sorti par la porte, et laissé la clochette teinter derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai fini d'emballer le reste de mes affaires un jeudi matin. La maison était calme. Pas dans le sens gênant ou tendu des semaines après tout ça. C'était un calme différent en propre, définitif. Le genre de silence qui vous enveloppe comme une grosse couette. Je passais de pièce en pièce, vérifiant les coins, essuyant les plaintes, passant la main sur les appuis de fenêtres que je n'avais pas pensé depuis des années. C'est bizarre, les détails qu'on remarque quand on s'y compare. La bosse dans le couloir quand Lucas a craché son trotteur dans le mur. Les marques au crayon dans le garde-manger montrant la taille des enfants année après année. Marie avait arrêté de les mettre à jour après le lycée de notre cadet. Je suis resté un moment à regarder ces petites lignes. Pas dit un mot. Juste regarder. La plupart de mes affaires étaient déjà en carton. Ce qui restait tenait dans la benne de ma camionnette quelques outils du garage, des photos encadrées, mon matériel de pêche, et la vieille boîte de café qui contenait tous les vis, boulons et piles que je n'avais jamais jetés. J'avais toujours voulu l'organiser, jamais fait. Avant de partir, j'ai posé une enveloppe Kraft sur le plan de travail de la cuisine avec une note pour l'agent immobilier. Clé de la maison, télécommande de garage, relevés finaux des compteurs. J'ai laissé les stores de devant à moitié ouverts pour que la maison ne paraisse pas vide de la rue. J'ai envoyé un message à Marie sur son téléphone pro. Rien de dramatique. Juste dit que les déménageurs passeraient samedi pour prendre le reste de ses meubles. Demandé qu'elle s'assure que quelqu'un soit là pour les faire entrer. Je n'ai rien signé. En sortant de l'allée, j'ai marqué une pause et regardé en arrière. La pelouse avait poussé un peu plus que je ne la laissais d'habitude. Je me suis dit qu'elle ne l'avait pas entretenue. Les hortensias le long de la clôture fleurissaient encore, pourtant. Drôle comme la nature continue, quoi qu'il arrive. J'ai pris la route et baissé les vitres. La brise faisait du bien. Elle portait cette odeur de fin de printemps aux herbes coupées, bitume chaud, fumée lointaine de barbecue de quelqu'un quelques rues plus loin. J'ai allumé la radio. Trouvé une station familière.
Il passait une chanson que Marie fredonnait autrefois en cuisine en préparant le petit déjeuner du dimanche. Une douce chanson de variété française, rien de fancy, mais qui restait toujours en tête. Je ne l'ai pas changée. Je l'ai laissée. Conduit d'une main sur le volant, l'autre posée sur la vitre ouverte. J'ai pensé que peut-être la chanson me frapperait plus fort. Ferait sortir une douleur ou une tristesse que je n'avais pas encore gérée. Mais non. Je n'étais pas en colère. Pas amer. J'étais juste fini. On dit que la trahison vous change, et je le crois maintenant. Ce n'est pas devenir plus froid ou plus dur. C'est apprendre ce qu'on portera et ce qu'on laissera derrière. Je pensais que l'amour c'était s'accrocher, quoi qu'il arrive. Maintenant je pense que c'est autant savoir quand lâcher. Je n'ai pas crié. Pas démoli la maison. Pas sombré dans un trou dont je ne pouvais sortir. J'ai juste vécu ça. Mis un pied devant l'autre, emballé mes affaires, fait mes plans, et continué. J'ai encore du chemin, faut encore que je vois ce qui vient après. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas coincé. J'ai pris l'autoroute et laissé le vent faire son boulot. Ma canne à pêche était à l'arrière, et je n'avais pas de vraie destination, juste quelque part plus calme, avec de l'eau, où je pouvais réfléchir. Le panneau devant disait « Aire de repos suivante 37 km ». Ça sonnait parfait. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai réalisé que je ne devais d'explication à personne. Je ne devais rien à personne. J'étais libre. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous qu'un policier qui trahit quelqu'un de cette manière peut encore être digne de confiance dans son travail? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.